Elle avait 17 ans. Elle s'appelait Gabrielle Santi. Elle était enceinte de 3 mois quand elle se maria avec John McHurst, dit le supersonique. Lui, il était pilote d'essai chez Boeing et venait de faire un héritage. Il lui était échu la modeste fortune d'un quincaillier de l'État de l'Ohio. Le mariage eut lieu sur le terrain d'aviation de Maffitt, dans un hangar festonné de papier crépon. La cérémonie se déroula en présence d'une vingtaine de bons potes de Johnny le supersonique, tous ronds comme des queues de pelle. Les jeunes mariés prononcèrent le oui fatidique, debout sur l'aile d'un chasseur à réaction de type X-77. Cette aile, très précisément, se détacha de l'avion à 1300 km/h au-dessus du désert de Mojave, 2 mois avant l'accouchement de Gabrielle. Johnny était aux commandes. Au terme d'une âpre bataille judiciaire qui l'opposa à l'une des ex-femmes de feu son époux, Gabrielle hérita de tous ses biens. Le 7 mars 1958, 9 jours avant son 3e anniversaire, Gabrielle emmena Jonathan Adler McHurst II au barrage de Ploman pour y pêcher l'ouïe bleue et faire un pique-nique au bord du lac. Tout à coup, juste avant midi, une violente averse se mit à fouetter la surface des eaux et les fit chercher refuge dans la voiture à toutes jambes. Installés sur le siège avant, tous deux partagèrent le régal habituel de Johnny II, des hot dogs, accompagnés de cornichons, de chips et d'orangeades pétillantes. Quand ils eurent terminé leur repas, ils se blottirent chaudement l'un contre l'autre et regardèrent la pluie qui se déversait sur le barrage. « Est-ce que tu crois que ça va s'arrêter, mon Johnny ?» demanda Gabrielle. « Ou bien tu penses qu'on ferait mieux de rentrer à la maison ?» Mais Johnny s'était endormi. Quand Gabrielle dirigea de nouveau son regard vers les eaux du lac, un canard volait sous la pluie. Il décrivit quelques cercles en vol plané et vint se poser à 20 mètres de la petite jetée en bois délabrée et branlante, au nord. Quelques minutes plus tard, l'averse ayant cessé, Gabrielle coucha confortablement Johnny, toujours endormi sur le siège avant, ramassa les miettes de pain et les morceaux de sandwich qui restaient, et descendit voir si elle pouvait attirer le canard assez près du bord pour lui jeter ses rogatons. Au bout de la jetée, elle glissa sur les planches mouillées, son crâne cogna violemment dans sa chute, elle bascula dans l'eau et se noya. Titou, c'est le nom que Jonathan Adler McHurst II porta par la suite, n'avait pas gardé beaucoup de souvenirs de la mort de sa mère. Mais ce qu'il avait conservé était terriblement vivace. Son réveil sur le siège avant de la voiture, tout seul, les perles de pluie sur le pare-brise. Il avait appelé sa maman. Il avait eu bien du mal à ouvrir la portière. Il avait appelé « Maman, maman, maman !» en s'avançant sur la jetée. Il pleurait en l'appelant. Il lui restait l'image des croûtons de pain détrempés, des trous dans la rambarde de bois pourri, sa mère qui flottait la face contre l'eau, comme si elle cherchait au fond du lac quelque chose qu'elle aurait laissé tomber. Un gros oiseau nageait tout autour de son corps. Il y avait eu ce bruit d'explosion, d'eau et d'ailes, soudain, quand il s'était mis à hurler. Dans ses souvenirs déformés, sous le coup du chagrin et avec l'érosion du temps, le gros oiseau avait fini par devenir un cygne immense, majestueux, blanc comme la crème de guimauve, le cou élégamment ployé, avec des yeux grenadines, sans fond. S'il avait su que c'était un canard, Titou aurait sans doute été plus circonspect quand il découvrit Canadèche.
worst drought ever recorded in the Kentucky Hill Country, Jackson Santee was delivered to life. 16 hard years later, ignoring his kinfolk's warnings of disastrous folly, he set out 40 years behind everybody else for the California gold rush in California. While the last luckless diehards scoured the deep Sierra, Jake Santee staked his claim on a little feeder creek within a few hours' easy walk of the best whorehouse in Angels Camp. He didn't hit a load, but there was enough, if judicious, to comfortably last the rest of his life. For the next 2 years, he traveled California on horseback. He was not judicious. 3 marriages, the longest lasting 7 weeks, seriously dented his bankroll. Gambling covered his drinking, but the drinking gave him crazy visions. Always one to follow the inner light, Jake invested lavish amounts in highly speculative ventures, learning the hard way that sometimes when you put your money where your mouth is, it's only to kiss it goodbye. His 4th marriage lasted 1 day. Polly was a San Francisco librarian. The practicality he admired in her, and which he thought might temper his recklessness, unfortunately carried into the bridal chamber. When she opened a book and began to read, Jake settled with her cash on the spot. He won some of it back playing poker in the waterfront saloons, but then his luck turned cold. He skidded for weeks. Then, with less than $1,000 left in his poke, his luck returned in a high-rolling game at the Barbary Hotel. He won $17,000 and the deed to 940 acres north of the Russian River along the coast. He rode out the next day to look it over. He was taken by the color of the river. It had the same dark, dense clarity as the emerald Crazy Joe wore. C'était la fin septembre. Là où des colonnes de lumière perçaient le lourd écran des séquoias et tombaient droit sur la surface des eaux, il apercevait l'éclair luisant des saumons qui remontaient le courant vers les zones de frais. Il longea la rivière, son cheval enfoui jusqu'au ventre dans les fougères dorées. Il poussa aussi loin qu'il put, puis il prit la direction du Gualala. Son domaine était tout au bout d'une longue vallée étroite dont les 2 pentes étaient couvertes d'une épaisse toison de sapins et de séquoias. Il y avait là, dans l'ombre épaisse d'un noyer gigantesque, une vaste cabane de 3 pièces, dont 2 chambres à coucher. Dans le calme du soir,
il percevait la rumeur de l'océan à 15 km de distance. Il s'installa et se sentit chez lui. Il investit dans le mouton et, 3 années durant, réalisa d'honnêtes bénéfices jusqu'à ce qu'une épidémie de charbon décima son troupeau. Il considéra cette perte comme une action divine que le hasard faisait coïncider avec son sentiment d'ennui de plus en plus profond. Il revendit 120 arpents de ses terres pour se procurer de l'argent de poche et passa la meilleure partie des 3 décennies suivantes à voyager. Il parcourut les États de l'Ouest en jouant aux cartes. Il ne fit pas fortune, mais il se maintenait. Quand il eut 61 ans, il se maria pour la dernière fois. Elle était une fille d'un courtier en grains de Sacramento, saine et drue, et de tout ce qu'il avait connu jusque-là, c'était ce qui ressemblait le plus à une histoire d'amour. Ils retournèrent s'installer dans son ranch sur la côte et se lancèrent dans l'élevage des chevaux. Cette union dura 15 mois et produisit l'unique rejeton que Jacques connut au monde. Son épouse, le poupon dans ses bras, s'enfuit avec un vendeur de chaussures de Fort Bragg 3 mois après la naissance de Gabriel. Jake revendit les bêtes et repartit à l'aventure, vaguement découragé, mais certainement pas détruit. Un soir qu'il jouait aux cartes à Nevada City, il sortit pisser dans la ruelle et vit un vieil Indien recroquevillé au pied du mur. Quand Jake s'approcha et se pencha sur lui pour l'aider à se relever, il constata que le bonhomme avait été lardé de plusieurs coups de couteau et qu'il agonisait. Jake tournait les talons pour aller quérir de l'aide lorsqu'une poigne de fer se referma sur sa cheville. « Eh, dis donc, dit Jake, c'est pas moi qui t'ai fait ça. Bouge pas, je vais te chercher un toubib. » L'Indien secoua la tête. Il lâcha la cheville de Jake et lui fit signe de se pencher. Lorsque Jake fut agenouillé à ses côtés, l'Indien lui fourra un morceau de papier dans la main et, dans un râle, au milieu des gargouillis de son dernier soupir, il murmura « Bois ça, tiens-toi peinard, et tu seras immortel. » Jake déplia le morceau de papier. C'était une recette pour faire du whisky. « Toi, on ne peut pas dire que ça t'a vraiment réussi, » dit-il au cadavre de l'Indien. Mais un je ne sais quoi dans le regard vitreux l'impressionna vivement. Sans toucher une carte de la soirée, Jake regagna sa chambre d'hôtel, fit ses paquets et se remit en route pour son ranch. Whiskey helped him keep still. One hit of Old Death Whisper would drive most humans to their knees. 2 produced a mildly hallucinatory catatonia. The recipe produced a distillate that Jake figured was close to 97% pure, the condensed essence of divine vapors.
He devoted himself to further refinement. Having been born during drought times in the Kentucky Hill Country, he was graced by heritage and sensibility to master the craft. And with that mastery came the beginning of art. In the processes of fermentation and distillation, he found not only metaphors that answered his spirit, but a product that extended it. For the next decade and a half, he lived on the ranch. Between 50-gallon batches run off in the barn and the daily chores of sufficiency, his spare time was spent sitting on the front porch, sipping the fruits of his labor while letting his mind wander. He did some actual traveling, always on foot, to visit his neighbors in the surrounding hills. Originally, he'd hoped to trade his whiskey for other amenities, but his neighbors, mostly hard-working sheep ranchers, lacked both his taste and tolerance for highly refined spirits, though most eventually found other uses for his elixir. They used it for tractor fuel, blowing stumps, and, diluted by a drop to a pint of water, as a treatment for almost anything that ailed their stock, from scours to lungworm. With a weedy garden, a few chickens, some hunting and fishing, and a fairly steady income from the Saturday night poker game he hosted each week, Jake got by. He developed a highly flexible sense of sufficiency. When he ran low on whiskey, he could always scrape up the makings for more, and whatever struck him as beyond the immediate necessity of his contentment, he benignly ignored. It helped that he kept his necessities simple. Il reçut une lettre de sa fille. Elle lui écrivait pour lui apprendre qu'elle était enceinte et qu'elle avait besoin d'argent. Il lui envoyait une carte postale. « Chère Gaby, marie-toi. Mes différentes épouses s'en sont sacrément bien tirées. À moins que tu sois devenu plus moche qu'un sac de betteraves, tu dois pouvoir faire pareil toi aussi. Heureux d'apprendre que je vais être grand-père. Fais-moi savoir comment tout ça se goupille. Si ça tourne mal, tu seras la bienvenue ici. Mais j'ai bien peur que l'endroit te plaise pas beaucoup. Pour ce qui est des sous, je ne peux guère t'aider, pour la raison que j'en ai pas beaucoup. Ton père. » La rédaction de cette carte postale lui prit presque tout un après-midi. En dehors des signatures qu'il griffonnait sur des reconnaissances de dettes, c'était la première chose qu'il écrivait depuis près de 20 ans. La lettre de Gabriel était aussi la première qu'il eût reçue dans le même laps de temps, ou du moins, la première qui lui fut personnelle.
Il arrivait parfois en effet des enveloppes de l'administration, mais comme il ne désirait rien recevoir de ces gens-là, il ne voyait pas ce qu'ils pouvaient bien lui demander. Ces enveloppes-là, il les flanquait au feu. Au cours de l'hiver 1957, à peu près à l'époque où Alice Parkins le vit courir tout nu dans la rivière Mackenzie pour tenter d'embrocher un saumon avec sa canne à pêche, la plupart des habitants du coin commencèrent à penser que Jake était un peu maboule. Heureusement pour lui, c'était le genre de petite communauté, aujourd'hui pratiquement disparue de la société américaine, où l'on avait du respect et de la gentillesse pour ses voisins et où, tant que l'on se contentait d'avoir mauvais caractère sans être vraiment dangereux, les gens se mêlaient benoîtement de leurs oignons. Bien sûr, Jake lui-même ne se considérait nullement comme un fou, ni même comme vaguement anormal. De même que tous ceux qui ont l'habitude de laisser leur esprit voguer longtemps et assez loin, il perdait de temps à autre le sens des réalités. Mais, chaque jour plus convaincu de son immortalité florissante, Jake n'était jamais pressé de retrouver ce sens. Il estimait avoir tout son temps. Il se voyait un peu comme ce castor qu'il avait aperçu à quelques années de là, sur le Gualala, descendant le courant sur le dos, les pattes croisées sur la poitrine, les yeux fixés sur le bleu profond du ciel, se servant de sa queue comme d'un gouvernail, indolent et heureux. Puis, voilà qu'au début du printemps suivant, le shérif vint troubler le tranquille écoulement de son existence. Cliff Hobson était un gars du coin qui avait choisi les forces de l'ordre à son retour de Corée. Il considérait que son boulot était un service public qui consistait à venir en aide aux gens et à empêcher que l'ordre ne soit troublé. Il savait parfaitement, longtemps avant de partir pour la Corée, que Jake distillait un peu de whisky. Il y avait même goûté jadis, un jour qu'il était venu livrer 2 stères de bois au vieil homme. La déglutition lui avait évoqué le fonctionnement du diesel et il avait conservé à jamais, de l'instant où le machin lui était tombé sur l'estomac, l'image du temps de compression dans le cylindre d'un Caterpillar. N'imaginant pas que quiconque pût un jour acheter un tel breuvage en vue d'un usage interne, il ne voyait là aucune atteinte à la loi, ni aucune raison d'en faire une histoire. Cliff aimait son boulot, qui lui permettait de se balader dans une Jeep toute neuve, à 4 roues motrices, et de parler à la radio. Le seul aspect de sa fonction qui lui répugnait était d'annoncer officiellement les mauvaises nouvelles. Ce jour-là, il savait que Jake allait se mettre en pétard. Il ne se trompait pas. « Qu'est-ce que c'est que cette putain de merde ?» hurla le vieil homme, froissant les papiers dans ses mains osseuses. Cliff recula d'un demi-pas. « Ils disent que ton domaine va être vendu au tribunal pour défaut de paiement de tes impôts. Tu les as jamais payés une seule fois. C'est ça qu'il y a décrit. J'ai acheté ce bordel d'endroit avant que les impôts existent. » « Il y a longtemps que les impôts existent, marmonna Cliff. Mais avis que si tu les payes pas, ils vont vendre ces terrains à quelqu'un qui sera prêt à payer. » Ah ben, c'est ce qu'on va voir. Parce que j'ai pas 70 000 $, non, mais j'ai un fusil de calibre 12. J'ai aussi un pistolet Krag de calibre 30-40. Et tu peux aller dire à qui tu voudras que le premier qui essaye d'acheter ma terre ou de me la piquer, il faudra d'abord qu'il me fasse la peau. Et même s'il y arrive, il y a mon fantôme qui lui collera au cul pour un bout de temps. Tu m'entends ? Il lui collera au cul. Il n'y aura pas de coup de feu dans mon district, dit fermement Cliff. Très bien, aboya Jake. T'as raison. Comme ça, personne ne se fera descendre. Les choses en restèrent là.
4 jours plus tard, quand le shérif quitta Jake, le vieil homme était en larmes. Gabrielle, sa fille unique, était morte, noyée. It was to be the first of 2 times Jake quit drinking. He quit for 3 days, till the funeral was over and she was buried. Most folks held that this unexpected temperance was an act of respect and were mildly surprised at his behavior. Those that knew him and were mildly surprised and were well understood it was a symptom of grief and were relieved when he started drinking again. The kinder souls felt that he wanted to adopt his grandson because it was the decent thing to do. Although they privately doubted that a man pushing 80 could properly raise a child, at any rate, they didn't think it was the money. Those closer to Jake were sure it was the money. A $500,000 inheritance would pay a lot of back taxes, with plenty left over to cover his taste for high-rolling action. In fact, those that played regularly in the Saturday night poker games were offering 8 to 5 that the boy would be gone within 2 years. But to Jake, it was more complicated than all their opinions together. So complicated that he didn't even try to understand it. He went with his guts instead. When he'd heard about the inheritance from Gabriel's lawyers, it had put a sparkle in his eye. But when he saw his grandson for the first time, he felt a sparkle in his blood. He saw them fishing in the late afternoon, casting the deep pool at Tottleman's Falls. The kid yelping as a foot-long rainbow ripped the drifting worm. He saw birthdays and baseball mitts and a trip once in a while to the city to see the worthless Giants play. Someone he could teach to play cards and drink with and tell the 1,000 stories of his life and the secrets of immortality. And if he saw the $430,000 in a mutual account, the other $70,000 coming off the top to cover room and board, he didn't let it influence him unduly.
Mademoiselle Emma Gatherly, l'assistante sociale du comté, apprit à Jake qu'il lui était impossible, en conscience, de recommander qu'on lui confiât la garde du petit Johnny. À peine les échos du beuglement qu'il poussa alors étaient-ils éteints qu'elle égrena les raisons de son attitude. Il avait, dit-elle, près de 80 ans et ne pouvait certainement pas compter vivre encore bien longtemps. Il jouissait d'une triste réputation de buveur et de joueur. Il n'y avait aucune présence féminine dans son foyer. Ses terres avaient été mises en état de saisie par l'administration fiscale. Enfin, en toute franchise, à la lumière de l'existence d'un héritage substantiel, on pouvait douter de la pureté de sa motivation profonde. Jake, écumant, ponctuant sa réplique de féroces coups d'un hachoir qu'il brandissait de sa main gauche, lui fit savoir à son tour que 79 ans était une rigolade pour un immortel. Que le jeu et la boisson transformaient les Blancs-Becs en hommes dignes de ce nom. Qu'il existait en fait une présence femelle au foyer. C'était une jeune chienne griffon bleu répondant au doux nom de Nookie. Qu'il comptait bien faire don du ranch à son petit-fils en échange des sommes qu'il lui apportait. Qu'elle n'avait pas à venir foutre son nez dans sa motivation profonde. Il lui assura que si elle cherchait à s'interposer, le dernier acte de sa vie consisterait à se présenter devant la cour d'assises parce que l'avant-dernier serait d'étrangler mademoiselle Emma Gatherly de ses propres mains. Il réussit à lui faire franchir à reculons le seuil de sa porte en faisant de grands moulinets avec son hachoir à viande, mais il ne parvint pas à la faire changer d'avis. Le lendemain matin, il faisait encore pleuvoir des jurons sur le souvenir de sa présence. Il prit les 632 $ qu'il possédait, fourra dans une valise des vêtements de rechange et 9 fioles de vieux râles d'agonie et reprit la route des joueurs de cartes. Les joueurs de toutes les salles de la Côte-Nord parlent encore de son passage sur le même ton qu'ils parlent de l'incendie de 1941. Son âge et sa férocité étaient intimidants. Mais c'était peu de choses comparé à sa veine. Un pot de cocu, pur, simple, insolent et ininterrompu, un cul bordé de nouilles, qui lui permit de rafler toutes les mises. En 3 mois, il gagna près de 90 000 $ et de chaque ville qu'il quittait, il expédiait un chèque à un cabinet d'avocats de San Francisco, maître éventre, pique et glace, redoutable ténor du barreau spécialisé dans les affaires garde d'enfants, qui réagissait à chaque chèque comme des piranhas à l'odeur du sang par une nouvelle et frénétique rafale de dépôts, de conclusions, citations et sommations. Enfin, à la suite de manœuvres sinueuses, lubrifiées par de confortables enveloppes distribuées à bon escient, l'affaire fut confiée à un certain juge Wilbur Tatum, octogénaire et heureux grand-père de 17 petits-enfants, à la tronche d'ivrogne marquée d'une coupe rose plus enchevêtrée que la plus détaillée des cartes routières et jouissant d'un crédit de 100 000 $ à Las Vegas, malgré les confortables pensions alimentaires qu'il servait à ses 8 ex-épouses.
Granddaddy Jake, as everybody began to call him at his request, drove his young grandson out to the ranch in a new Jeep pickup. He talked to the boy continually, pointing out places they would go, fishing and hunting, the swimming holes and the shortcuts, the name of every waving neighbor they passed. Tiny stared straight ahead, nodding slightly. When they arrived at the ranch house, which he'd had Lottie Anderson spruce up, he sat Tiny down at the table with a gallon of milk and a pound of Oreos, then unloaded the truck and fixed up the boy's room. When he returned to the kitchen, Tiny was sitting on the floor by the wood box, building a miniature split-rail fence out of the redwood kindling. Jake went out and chopped some more. Above him, he saw a ragged V of ducks flying high against the sunset, following the light south. But they didn't stir him like they usually did. He had a grandchild to look after now, the responsibility of care. He felt himself settle into himself. The ducks could take care of themselves.